poussière, et cette puanteur particulière à l'été que connaissent si bien tous les Pétersbourgeois qui n'ont pas la possibilité de louer une datcha. Tout cela en même temps frappa désagréablement les nerfs déjà affaiblis du jeune homme. Quant à la puanteur insupportable des tavernes, dont cette partie de la ville contient une multitude, et aux ivrognes qu'il rencontrait partout, même si c'était une dernière touche au coloris détestable et triste du tableau, une sensation de dégoût insondable fusa une seconde dans les traits délicats du jeune homme. À propos, il était une beauté remarquable, avec des yeux sombres, splendides, des cheveux châtain blond, une taille plus élevée que la moyenne, mince et droit. C'est n'importe quoi réellement ce qui arrive dans ce monde. Parfois ça n'a pas de trace de vraisemblance. D'un coup, ce fameux nez, qui se promenait avec le grade de conseiller d'État et avait fait tant de bruit en ville, se retrouva comme si de rien n'était, de nouveau à sa place, c'est-à-dire au milieu des deux joues du major Kovaliev. Cela se produisit déjà le 7 avril. Se réveillant et regardant le miroir par hasard, qu'aperçut-il ? Son nez. Lui, hop, sa main dessus, et oui, son nez. Hé hé, dit Kovaliev, et de joie il faillit, là, pieds nus, danser le kazatchkok dans sa chambre, mais Ivan, qui entrait, l'en empêcha. Dis donc, regarde Ivan, je crois que j'ai un bouton, non, sur le nez, dit-il en pensant. Quel malheur si Ivan disait, mais non, monsieur, non seulement il n'y a pas de bouton, mais il n'y a pas de nez. Mais Ivan dit, non, monsieur, pas de traces de bouton, le nez est propre. Et c'est ainsi que le nez revint au milieu de la figure du major Kovaliev. Cette émission sur le nez de Gogol s'achève. Nous avons attendu André Markovitch qui n'est pas venu, mais il a été présent avec nous à travers la traduction qu'il propose du nez des autres nouvelles de Pétersbourg de Gogol, qu'on trouve aux éditions Actes Sud, et notamment à travers des textes qu'il a publiés dans des volumes, des recueils intitulés Partage aux éditions Incultes, dans lesquels il livre ses réflexions sur les auteurs qu'il connaît bien, qu'il a traduits, mais aussi sur l'actualité en général. Ces mouvements autour du rien, qui sont chers à Gogol, s'achèvent donc sur France Culture, les chemins de la philosophie. Le nez est revenu, Géraldine. Bonjour Adèle, bravo. Bonjour, et vous nous avez rejoint en studio. Merci. Bravo d'avoir raconté le nez, cette nouvelle. Ça donne envie de le lire. Ça donne très envie de le lire, mais déjà on a entendu des très beaux textes, lus par vous et par Georges Claes. Et par Georges Claes, que je salue au passage. Vous êtes en studio à mes côtés pour, comme tous les jours, nous parler d'un livre de philosophie, souvent, qui vient de paraître. Et qui vient de paraître. En l'occurrence, c'est un essai, donc Les idéaux politiques de Bertrand Russell. C'est la première traduction française de ce texte. C'est aux éditions Éco-Société. C'est présenté et traduit par Normand Baillargeon et Chantal Santerre.
When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe. Voici le conseil donné par Bertrand Russell en 1959 pour les générations futures. Se demander ce que sont les faits et la vérité et ne pas se laisser embrumer par ses croyances. Un conseil qui porte d'autant plus qu'il est formulé par un philosophe d'abord mathématicien. Russell a en effet été à l'école de la logique et ses premiers écrits portent sur la géométrie et Leibniz. De lui, on peut ainsi retenir ces importants principes des mathématiques. Mais c'est un conseil qui pose cependant un problème, et d'abord aussi parce qu'il est formulé par un philosophe dont on peut également retenir l'engagement et le militantisme dès la Première Guerre mondiale. Comme en témoigne donc cette fois-ci ce texte intitulé « Idéaux politiques ». Alors voici la question que nous pose Russell, sa pensée et son parcours. Comment lui s'est-il engagé rationnellement ? Comment lui a-t-il pu militer sans y croire ? Ou encore et plus généralement, c'est une question qu'on peut se poser à tous, un engagement politique est-il vraiment possible sans un minimum de croyance et de foi ? Alors dans ces idéaux politiques qui paraissent donc, comme je l'ai dit, pour la première fois en français, c'est un texte qui est construit à partir d'une conférence que Russell aurait dû donner en 1917, mais il a été arrêté et il n'a pas pu la donner. Et bien dans ce texte, il n'est question que de politique et pas du tout de logique, de mathématiques, de géométrie. Le capitalisme et le salariat, les pièges du socialisme, liberté individuelle et ordre public, ou encore indépendance nationale et internationalisme en constituent le développement. Et pourtant, en fait, à travers ces pages, c'est comme si Russell militait pour la vérité, pour les faits. C'est comme si devenir raisonnable était devenu le combat de son temps et peut-être d'une autre encore. Faire le partage entre les pulsions de possession et les pulsions de création, donner une impulsion à l'imagination contre les croyances et contre le conformisme, voici donc les propositions de Russell, ou encore celle-ci, je cite, « N'empêcher personne d'avoir des idées, d'exercer sa pensée et encore moins d'énoncer des faits ». Eh ben, j'en profite pour dire qu'on parlera de Russell la semaine prochaine au chemin de la philosophie, sur l'autobiographie de Russell. Et c'est un très beau texte, celui-ci. Ce texte aussi parle évidemment de son engagement à une dimension autobiographique. C'est un vrai plaisir de le lire, et notamment toute la première partie, donc idéaux politiques. C'est à la fois le titre de cet essai, c'est de Bertrand Russell. C'est présenté et traduit par Normand Baillargeon et Chantal Santerre, et c'est aux éditions Éco-Société. Géraldine, on a un petit peu de temps aujourd'hui, si vous voulez nous en lire un extrait. Alors, je vais vous lire justement l'extrait. Donc, j'ai lu la fin, j'ai lu le tout début de ce texte, n'empêcher personne d'avoir des idées, d'exercer sa pensée et encore moins d'énoncer des faits. Et je continue. Un tel principe était un lieu commun parmi les penseurs libéraux. Il n'a cependant jamais été entièrement mis en pratique dans les pays civilisés. Tout récemment, partout en Europe, il est devenu un dangereux paradoxe en vertu duquel de nombreuses personnes ont souffert ou ont été emprisonnées. Pour cette raison, il est nécessaire de le rappeler. Les raisons qui le justifient sont à ce point évidentes que j'aurais honte de les rappeler si elles n'étaient à ce point méconnues. Mais dans le monde tel qu'il va, il est pourtant nécessaire de les rappeler. De simples mortels ne peuvent prétendre parvenir à la vérité pleine et entière, mais il leur est permis de s'en approcher par des approximations successives. Sur tout sujet d'intérêt général, dans quelque communauté que ce soit, il existe à tout moment une opinion reçue, laquelle est acceptée comme allant de soi par tous ceux et celles qui ne sont pas particulièrement penchés sur la question. Remettre en question cette opinion reçue suscite l'hostilité. Merci beaucoup Géraldine, et merci, j'en profite pour remercier Livia Garrick qui a préparé cette émission, ainsi que les restes de l'équipe des Chemins de la Philosophie, Antoine Ravon, Pierre Brossard, Marianne Chassor, Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, Myriam Guyot à la prise de son aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour faire une annonce avec vous, Géraldine. Chaque année, depuis des années maintenant, les Chemins de la Philosophie proposent des sessions d'enregistrement d'émissions spéciales Bac Philo. C'est-à-dire qu'on invite des profs de lycée en terminale, ou parfois on va même dans les lycées à la rencontre des professeurs et de leurs élèves pour enregistrer le corrigé d'un sujet de dissertation ou d'une explication de texte en 45 minutes, le temps d'une émission. C'est un exercice qui est passionnant, qui est extrêmement demandé par les élèves. On a toujours beaucoup de retours. Et cette année, c'est vous, Géraldine, qui allez
enregistrer cette session. Et oui, j'ai le grand plaisir de l'enregistrer. Donc ce sera le vendredi 3 février à la Maison de la Radio dans le 16e arrondissement à Paris. Et l'on attend que vous veniez participer, vous professeurs de philosophie en terminale, à ce jeu-là, que vous prêtiez au jeu, que vous repassiez le bac de philosophie pour vos élèves et pour tous les autres élèves, en mêlant à la fois des conseils pédagogiques, mais aussi en développant votre pensée et en donnant les meilleurs conseils qui soient pour réussir cette fameuse épreuve de philosophie. Et puis 2 bonnes raisons d'y aller s'il en fallait. 1, c'est pas du direct, donc n'ayez pas peur, c'est un enregistrement. Ce sera si diffusé dans la suite, mais exactement. Pas de risque. Et la deuxième, c'est qu'avouez que vous rêvez de rencontrer Géraldine Mossin-Savoie. Elle existe en chair et en os et elle vous attend. Pour écouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des chemins de la philosophie, où vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter, 2 comptes que l'équipe des chemins alimente quotidiennement. Et puis à 11h, sur France Culture, vous retrouverez comme tous les jours Florian Delorme. Bonjour Florian. Bonjour Adèle. C'est vous qui êtes aux commandes de Culture Monde qui cette semaine nous fait voyager à côté des pirates. Exactement, on parle de piraterie et on va rentrer dans les choses sérieuses puisqu'on va parler de piraterie maritime, la vraie. Des choses sérieuses, on ne parle que de choses sérieuses. Vous savez bien Florian. À tout à l'heure, à 11h. À demain. À demain.